Bonjour aux gens qui viennent de se joindre à nous. On va attendre encore quelques secondes, peut-être une minute ou deux, pour qu'un maximum de gens qui se sont inscrits puissent se joindre à nous également. Les gens continuent de se joindre à nous. On va attendre juste quelques secondes encore pour permettre à plus de gens de se joindre à nous également. Alors maintenant, j'ai le go. Alors, on peut commencer ce bel événement. Je vous remercie d'être là, tout le monde. Bienvenue à tous et à toutes à cette conférence sur la biodiversité. Je m'appelle Charles Bergeron. Je suis responsable développement urbain durable au CRE Montréal. Et je vous rappelle que l'événement auquel vous assistez ce midi s'inscrit dans une série de conférences qu'on va déployer tout au long de l'année qui est entamée et qui se poursuit jusqu'en décembre pour souligner notre 25e anniversaire. Alors, aujourd'hui, on profite de cette occasion-là pour rassembler des experts sur le thème de la biodiversité pour les amener à regarder dans le rétroviseur pour revenir sur les 25 dernières années, donc 25 ans d'évolution de la biodiversité et de gestion de la biodiversité. Notre regard va se porter là principalement sur l'île de Montréal. Et juste avant de leur céder la parole, j'aimerais juste prendre quelques instants pour revenir sur les façons dont le CRE Montréal s'intéresse depuis de nombreuses années aux enjeux de protection de la biodiversité. Alors, ces préoccupations-là s'incarnent de toutes sortes de manières dans notre travail, principalement, je dirais, dans notre travail de protection de milieux naturels et de consolidation de grands parcs. Concernant le Grand Parc de l'Ouest, qui a été abondamment médiatisé ces derniers temps, le CRE Montréal a joué un rôle central dans la mobilisation pour protéger le secteur de Pierrefonds-Ouest. Et puis aussi, on a accompagné les citoyens dans la protection du bois Angel, qui est aujourd'hui partie intégrante du Grand Parc de l'Ouest également. Et concernant le projet de paysage humanisé de l'île Bizarre, pour lequel il y a une bonne nouvelle là, qui circule depuis hier. Le CRE Montréal fait partie du comité de mise en œuvre et on a accompli des démarches pour accélérer le processus de reconnaissance du paysage humanisé de l'île Bizarre.
Également, on est très impliqué par rapport au Mont-Royal et au parc Frédéric-Bach. Pour le parc du Mont-Royal, on a joué un rôle central pour entamer le plus vite possible des actions de contrôle et d'éradication de la grille du frêne. Et donc, on est impliqué sur les tables de partenaires de ces deux grands parcs qui ont certainement un rôle très important à jouer dans la trame verte de notre ville. Également, on manque jamais les occasions qui se présentent de participer à des exercices de consultation publique, notamment pour défendre la biodiversité. Donc, on s'est grandement impliqué, par exemple, dans les consultations qui ont eu lieu ces derniers temps sur le plan directeur du parc Jean-Drapeau, les aménagements du futur parc nature de la Cour Turcot, des aménagements pour la biodiversité dans le secteur des faubourgs et puis même également dans les secteurs industriels d'Assomption-Sud, Longue-Pointe et du CIPI. D'ailleurs, on parle de biodiversité beaucoup en lien avec les zones industrielles et différents sites qui sont mésestimés ou peut-être méconnus au regard de la biodiversité. Je pense ici aux friches, au golfe. Si je remonte un peu plus en arrière dans le temps, le CRE Montréal a organisé en 2010 un sommet sur la biodiversité et le verdissement. Et puis, dans la foulée de ça, de cet événement-là, on a collaboré de très près avec la Ville de Montréal pour contribuer à la production du rapport, du premier rapport de la Ville sur la biodiversité qui a été publié en 2013. Également, on a produit en collaboration avec le MTQ un guide qui s'intitule « Pour des plantations résilientes dans les emprises autoroutières ». Et je pourrais multiplier les exemples comme ça, mais il me faut absolument utiliser le peu de temps que j'ai pour vous parler de notre campagne ILO également. C'est une campagne à travers laquelle on vient en soutien à des groupes citoyens, des établissements, des institutions pour les soutenir dans leurs initiatives de verdissement, de désasphaltage, d'aménagement. Et on intègre à ça, bien sûr, une composante biodiversité en plus de la lutte contre les îlots de chaleur et l'amélioration de la qualité des milieux de vie. Tout ça, évidemment, serait impossible si on ne pouvait pas s'appuyer sur des partenariats qui nous sont très précieux. Alors, au fil des ans, on a consolidé des partenariats très importants avec des acteurs de la recherche. Je pense aux universités, au CSBQ, c'est-à-dire le Centre des sciences de la biodiversité du Québec, l'IRBV, l'Institut de recherche en biologie végétale. Je les nommerai pas tous, mais il y a aussi des collaborations très précieuses avec le comité ZIP-Jacques-Cartier, la Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent, la coopérative Miel Montréal, WWF, la Fondation David Suzuki, et j'en passe et j'en passe. Donc, je n'utiliserai pas plus de mon temps pour parler de nous autres. Je vais maintenant céder la parole aux gens qui ont accepté de composer le panel, mais d'abord, je vais vous présenter la personne qui va animer ce panel. On est très honoré d'accueillir ici aujourd'hui Madame Rachel Léger. Madame Léger fut directrice du Biodôme jusqu'en 2017. Elle fut même membre de l'équipe originale de planification et de construction du Biodôme et a participé au projet de renouvellement de ce musée. Madame Léger est diplômée en microbiologie vétérinaire de l'Université de Montréal et en biologie marine de la University of British Columbia de Vancouver. Elle a été chroniqueuse scientifique à l'émission Les Années-Lumière durant une douzaine d'années. Aujourd'hui, travailleuse autonome, elle siège sur divers conseils d'administration, collabore avec des musées, des institutions zoologiques, des organismes environnementaux et de culture scientifique. On est très heureux d'accueillir Madame Léger, à qui je cède maintenant la parole. Merci, M. Bergeron. À mon tour, je vais présenter maintenant les panélistes qui vont répondre à nos questions et animer cette heure qu'on aura en discussion. Donc, je vais commencer par Marie Lafontaine, qui possède un baccalauréat en biologie et une maîtrise en sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal. Pendant une dizaine d'années, elle a développé ses connaissances terrain des milieux naturels en travaillant comme consultante en environnement au sein de firmes conseils. Marie Lafontaine travaille depuis 2015 pour le service des grands parcs du Mont-Royal et des sports au sein de l'équipe biodiversité, ayant pour mission
la conservation et le maintien de la biodiversité dans les grands parcs de la Ville de Montréal. Bonjour, Madame Lafontaine. Bonjour. Jean-Jacques Lincourt. Horticulteur de formation, Jean-Jacques Lincourt a fait carrière à la Ville de Montréal en tant que gestionnaire des parcs et espaces verts depuis les années 80. Ses fonctions à titre de surintendant des parcs et de directeur du jardin botanique lui ont permis d'acquérir une vision d'ensemble des espaces verts montréalais et de leur évolution depuis 40 ans. Il s'intéresse aujourd'hui aux espaces naturels urbains et à leur potentiel de conservation et de développement de la biodiversité. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Et enfin, Kim Marino, qui est biologiste et a plus de 30 ans de carrière en écologie et en gestion des écosystèmes. Elle est consultante en écologie et en botanique pour son entreprise Biodiversité Conseil, enseigne à la maîtrise en gestion de l'environnement à l'Université de Sherbrooke et elle est conférencière sur des sujets touchant la biodiversité et la gestion des milieux naturels. Madame Marino est membre fondatrice et vice-présidente d'Éco-Corridor Laurentien et vice-présidente de la Société québécoise en bryologie. Bonjour, Madame Marino. Donc, maintenant qu'on a nos 3 experts, on va tout de suite commencer par la période de questions et après, vous aurez, vous aussi, cher public, l'opportunité de poser vos questions. Mais en tout temps, vous pouvez utiliser le chat si vous avez des commentaires ou des questions que vous aimeriez poser. Donc, je débute tout de suite la première question qui est posée aux 3 panélistes qui ont malheureusement très peu de temps pour répondre, mais on va essayer d'avoir quand même l'essentiel de chacune des questions. Donc, on débute. Quelles seraient, selon vous, les différences les plus marquantes entre 1996 et 2021 sur l'état de la biodiversité sur l'île de Montréal? Et quelles seraient les menaces qui affectent cette biodiversité? On peut peut-être commencer par Madame Lafontaine. On va reprendre, on ira en ordre différent selon les questions, je vous assure. Vous ne serez pas toujours la première à répondre. Pas de problème. Premièrement, en 1996, j'étais pas encore en train de... J'étais à l'aube de mes études en biologie. Donc, mon regard sur les 25 années, il y a un petit bout où j'étais un peu plus jeune. En fait, ce que je remarque dans les changements les plus marquants, c'est vraiment, pour ma part, l'arrivée de la problématique des espèces envahissantes. J'ai commencé sur le marché du travail à peu près en 2005, puis on commençait à noter du nerf brun dans nos listes d'inventaire alors que c'était une espèce que je n'avais pas du tout apprise lors de mes études. Donc, c'est vraiment la problématique de l'envahissement de nos milieux naturels là, par les espèces envahissantes qui, selon moi, sont une des menaces les plus marquantes dans les 25 dernières années. Par contre, aussi, là, on parle de menaces, mais aussi en lien avec peut-être certains gains qu'on a faits. Moi, je remarque qu'il y a peut-être plus de nature en ville. Si on pense aux ruelles vertes, aux plantations dans les banquettes en rue, dans la diversité du patrimoine arboricole. Donc là, on a peut-être certainement là un gain, mais on a des milieux naturels qui sont menacés là, par toutes sortes de menaces, là, les changements climatiques, les ravageurs exotiques. Là, si on pense aussi à la grille du frêne qui nous pose un sérieux problème en ce moment dans nos milieux naturels. Puis c'est des problématiques qui viennent qui se mettent en synergie. Là, quand on pense à la grille du frêne, au nerf brun, ben là, ça devient... ça menace sérieusement l'intégrité de nos milieux naturels. Donc, pour ma part, c'est vraiment les principaux changements que j'ai observés pendant mon cheminement de carrière dans les 25 dernières années. Merci. Jean-Jacques Lincourt, est-ce que vous voulez commenter cette même question? Oui, certainement, parce que moi, étant donné que le temps est limité, j'ai obtenu 2 choses, dont une est la même que Marie. Est-ce que ça va? Vous m'entendez?
Oui. Oui. Et la même que Marie, c'est-à-dire les plantes exotiques envahissantes qui, je dirais un peu sournoisement, se sont développées. On savait depuis longtemps qu'il y avait du napprun, de la renouée, ça fait un bout de temps qu'on entend parler. Mais maintenant, on se retrouve aujourd'hui en 2021 avec une grande densité de napprun, notamment dans les espaces naturels. Mais j'ai porté mon regard un petit peu plus large, même si je sais qu'on doit se concentrer sur l'île de Montréal, mais je retiens trois choses, en fait deux choses, qui sont la dégradation ou la disparition des habitats naturels et la réduction de la qualité des milieux, des milieux, des environnements en général, en regard de la biodiversité. Et ça, je pense, dans trois grandes activités. Quand on regarde Montréal, la CMM, la périphérie autour, il y a trois grandes activités humaines qui ont des impacts négatifs sur la biodiversité. C'est le développement urbain et son étalement. On n'a qu'à faire le tour des couronnes nord et sud où on voit les quartiers résidentiels, les espaces commerciaux se développer à grande vitesse. On a l'agriculture où on poursuit l'aménagement des terres les plus homogènes possibles avec du drainage souterrain, avec du comblement de fossés, avec des disparitions de parcelles boisées, parce qu'on a besoin de plus d'espace pour se débarrasser du purin de porc et pour cultiver du maïs et du soya, dont les semences sont enrobées de néonicotinoïdes, qui, comme on sait, ont des impacts négatifs sur les pollinisateurs, qui sont aussi nourris avec des degrés, des taux excessifs de fertilisation d'azote et de phosphore qui se retrouvent dans les milieux aquatiques également. À ce sujet-là, lisez le livre de Louis Robert, l'agronome, il explique très bien ce phénomène. Donc, l'agriculture pour la biodiversité, ce n'est pas une belle activité non plus. Et finalement, il y a la foresterie, bien que ce n'est pas tellement concentré autour de Montréal, mais la foresterie, l'industrie qui est, je dirais, est noyautée par l'industrie forestière qui regarde la forêt non pas comme un puits de biodiversité, mais plutôt comme des 2x4 et des 2x6 à mettre à scier. Et qui, quand ils font des actions pour garder une capacité d'exploitation, ben, c'est de la plantation de monoculture d'épinette blanche. J'exagère un peu, mais grosso modo, c'est ça. Puis en plus, les industries forestières empêchent la création de réserves de la biodiversité. Dans la partie méridionale du Québec, les réserves sont reléguées au nord du 45e parallèle où la biodiversité est beaucoup moins grande. Alors, diminution des habitats, diminution de la qualité, je pense que c'est cette progression-là par rapport à la biodiversité qui a marqué les 25 dernières années. Bien entendu, il y a des choses positives, mais je vais en traiter plus tard dans les autres questions. Parfait, merci. Maintenant, Kim Marino. Oui, merci beaucoup pour l'invitation d'ailleurs. Et bonjour à tous et à toutes. Pour compléter, là, c'est sûr qu'on ne s'était pas parlé à l'avance, donc il y a des choses qui ont été dites par mes collègues. Il faut savoir qu'il y a eu quand même une augmentation de la protection des milieux naturels sur l'île de Montréal, notamment à Montréal même. Il y a 25 ans, on n'avait pas 3 % de conservation des milieux naturels dans la ville de Montréal et ça a augmenté là, à peu près à 5-6 %. Je n'ai pas les chiffres, les derniers chiffres, mais il y a quand même eu une augmentation sur 25 ans du nombre d'hectares protégés légalement par la ville. Par ailleurs, la perte d'habitat a quand même continué depuis 25 ans, c'est-à-dire c'est toujours un projet à la fois, un habitat qui disparaît à la fois. Autant des milieux terrestres comme des friches et des forêts, autant que beaucoup de milieux humides encore qui sont voués à disparaître, soit parce qu'on draine l'entièreté ou la périphérie de ces milieux-là.
Donc, ça, c'est quelque chose qui est vu comme quelque chose à abattre. C'est vraiment en cours. Il y a des milliers de personnes qui se lèvent à tous les jours pour faire disparaître ces milieux-là, alors qu'il y en a quelques dizaines seulement qui tentent de les protéger. Donc, c'est vraiment David contre Goliath. Donc, tous des projets technoparcs, les canalisations, le drainage encore qui se poursuit. Donc, même s'il y a des projets de remettre, par exemple, des ruisseaux, les ruisseaux historiques à ciel ouvert qui ont été canalisés autrefois, il y a des projets, il y a des gens qui lancent cette demande-là à la ville ou aux villes de l'île. C'est difficile à faire, c'est très coûteux, il n'y a pas beaucoup de volonté par rapport à ça. Il y a quand même des actions spécifiques qui ont bien fonctionné, par exemple, des contrôles de brouteurs, par exemple, pour protéger une espèce vulnérable du broutage par des installations de clôture. Il y a certains suivis de population qui ont été faits dans les 25 dernières années. Donc, ça, c'est quelque chose à maintenir qui n'est pas fait de façon systématique tout le temps, mais qui doit être poursuivi. Puis bon, il va avec les budgets que les gestionnaires des villes ont, mais souvent, ce n'est pas prioritaire au niveau de la grande ville. On va payer pour protéger des secteurs, notamment en faisant, par exemple, du trappage de castors. Donc, le castor menace des arbres, on va les trapper, tout ça. Mais toute la gestion intégrée des ressources, ça, il y a souvent, ou de la prévention de disparition, il y a moins d'argent pour ça. Donc, quand il y a un problème, on essaie de le résoudre, mais la prévention, c'est beaucoup moins dans l'air du temps ou dans la gestion des choses, notamment par rapport aux espèces exotiques envahissantes. Donc, toute la gestion aussi des espèces surabondantes comme le cerf, ça, c'est un autre élément très, très intéressant. Ça fait plus de 20 ans qu'on sait qu'il y a trop de cerfs, par exemple, dans la pointe est de l'île de Montréal. Ça fait plus de 20 ans que c'est documenté. La disparition des espèces végétales qui va avec ça, la diminution de l'intégrité écologique. Mais on a de la difficulté à prendre les décisions. On connaît quelles sont les façons de faire pour diminuer les populations. C'est une approche scientifique, mais c'est difficile à mettre en place parce que c'est très charismatique. Le syndrome de Bambi n'est pas loin du côté des décideurs à Montréal. Par contre, les citoyens sont de plus en plus mobilisés, de plus en plus conscients. Ils voient disparaître des milieux naturels à proximité de leur maison et ils parlent à leurs voisins, puis là, ils s'organisent en groupe et ils vont faire ça. Ça, c'est vraiment positif. Ça a beaucoup changé depuis 25 ans. Les gens comprennent comment ça fonctionne, mais ils ne savent pas où s'adresser quand ils veulent intervenir pour faire de la protection ou pour trouver les leviers pour protéger des milieux. Alors, les fonctionnaires veulent, mais des fois, les élus sont pris dans d'autres situations, mais les citoyens, je dirais, qui se lèvent de plus en plus par rapport à ça. Merci beaucoup. C'est déjà très bien parti. J'ai l'impression qu'on pourrait passer toute l'heure sur la première question. On va faire le tour et on pourra revenir sur certains points. Mais merci de vos réponses jusqu'à présent. On va passer maintenant à la deuxième question. Quels seraient, selon vous, les 3 éléments les plus marquants concernant l'évolution de la gestion de la biodiversité sur l'île de Montréal au cours des 25 dernières années? Cette fois-ci, je vais commencer par Jean-Jacques Lincourt. On va changer l'ordre un peu. Parfait, parfait. Les 3 éléments. Il y en a plusieurs, mais ceux que j'ai retenus, il y en a une qui fait référence. Tantôt, Marie disait en 96, où elle était en 96. Moi, en 96, j'étais surintendant des parcs et de l'ex-ville de Montréal, des 9 arrondissements de l'ex-ville, et on avait implanté la gestion différenciée dans nos espaces. On avait 1800 hectares de parcs et d'espaces verts et on avait ciblé 1% des espaces, des buttes, des espaces résiduels de toutes sortes, où on avait arrêté de couper le gazon. Et l'idée était de commencer par ce 1% et de développer le modèle, d'enrichir peut-être. On avait des objectifs esthétiques aussi. On voulait fleurir, mettre des floraisons, etc. Honnêtement, on ne pensait pas autant que maintenant à la biodiversité, mais toujours est-il que ça n'a pas tellement évolué, ça n'a pas tellement allé, ça n'a pas été vers l'ampleur qu'on voulait y donner. Parce que, justement, je pense que c'est Kim tantôt aussi parlait des élus.
malgré des campagnes de communication qu'on avait faites, les citoyens se sont beaucoup plaints et les élus ont fait des pressions, puis on a été obligé de réduire encore notre 1% à des endroits vraiment qui ne dérangeaient pas esthétiquement personne. Et ça, je parle de ça parce que je pense que c'est quelque chose qui a changé aujourd'hui, qui est marquant, c'est que je pense que Kim aussi le disait, les gens sont plus sensibles et on voit des arrondissements qui reprennent le modèle. Dans l'Est de Montréal, il y a Mercier-Hochelaga, Maisonneuve, qui est quelque chose d'assez, sont assez, je dirais, audacieux par rapport à ce qui avait été fait. Qui laisse la pelouse pousser. Il s'agira de voir comment ça évolue. Mais je crois que les citoyens en général sont beaucoup plus ouverts. Il y a une acceptabilité, si on veut, d'une gestion écologique des espaces verts aménagés en ville. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est l'arboriculture urbaine. Je pense que Marie aussi a parlé de fosses en banquette. Nous, en 96, dans ces années-là, on plantait dans des... On parlait de tasses à mesurer. On était un peu fâchés contre les ingénieurs civils parce qu'ils nous disaient, on leur disait, aménagez-nous des fosses de plantation qui ont de l'allure, mettez du volume de terre. Et ça a beaucoup évolué aujourd'hui. On voit l'aménagement des rues avec des saillies. Il y a des fosses agrandies aussi, des fosses en porte-à-faux avec de la terre en dessous. Et ça, je pense que c'est un gage pour la biodiversité. Ce n'est pas directement lié à la biodiversité et au milieu naturel, mais ça fait partie d'un ensemble d'un environnement qui va être favorable. Dans ce moment-là, on plantait, il y a des années, au milieu des années 90, on plantait 9000 arbres, les 9 arrondissements. On dépassait même les 9000 arbres certaines années, mais il en mourait à 3000 et plus par année. Alors, à cause des mauvaises conditions. Alors là, maintenant, ça s'est, je pense, beaucoup amélioré et l'avenir pour les arbres peuvent être bons. On aura peut-être des arbres là, qui vont pouvoir vivre une centaine d'années et plus dans les rues. Maintenant, aujourd'hui, quand ils vivent 50, 60 ans, dans les rues, c'est les meilleurs. Puis ensuite, il y a l'ensemble, je dirais, des pratiques horticoles de monsieur, madame, tout le monde dans leur cours. En 2003, il y a eu le Code de gestion des pesticides où les villes aussi se sont mis à réglementer l'usage des pesticides. Donc, bon point pour la biodiversité. Les pratiques horticoles comme le compostage, l'utilisation de mycorhizes lors de plantation sont apparues aussi dans ces 25 dernières années-là. Donc, un assainissement des pratiques. Puis, je veux mentionner un projet en particulier, c'est celui en 92-93 de l'aménagement, du réaménagement plutôt, du Mont-Royal. Il y avait une grosse problématique de piétinement des sous-bois avec le vélo de montagne qui venait d'apparaître. Et en 92-93, donc un peu plus que 25 ans, il y a eu un grand réaménagement des sentiers bloqués, un redessinage de la circulation. Et tout ça avec des plantes indigènes contrairement à ce qu'on avait déjà fait dans les années 60 où on avait planté des érables de Norvège et de l'épinette blanche à cause des coupes de la moralité des années 50. Ben là, on a commencé à faire des travaux de conservation des milieux naturels, de notre milieu naturel à Montréal, là, emblématique, je dirais, de façon sérieuse et éclairée. Voilà. Merci. Kim Marino, je vais passer à vous en deuxième. Bon, ben c'est bon ça. On va changer l'ordre. C'est parfait, c'est plus équitable. Alors, moi, j'ai plein de petites choses à raconter par rapport à cette question. Évidemment, sur 25 ans, globalement, c'est difficile de faire un portrait aussi précis parce que c'est tellement variable d'un arrondissement à l'autre, même d'un parc à l'autre. Il y a des parcs qui sont à moitié gérés, je pense à La Salle, par exemple, à moitié gérés par la ville centrale, puis l'autre moitié du parc par l'arrondissement. C'est la complexité de la gestion à Montréal au niveau des parcs notamment, mais pour les enjeux de biodiversité, c'est la même chose. C'est très complexe de s'y retrouver. Même les gens responsables des entités de parcs ou
des espaces verts en général. Des fois, ils ne savent même pas qui est responsable de quoi. Là. Hier, je posais une question. Qui nettoie les condos à hirondelles sur le bord du fleuve? Personne n'était capable de me répondre autour de la table. Donc, c'est vraiment un élément important à penser. Il y a quand même des tendances encore, comme Jean-Jacques le dit, à contrôler la végétation. Fait que la tonte, là, c'est quelque chose encore assez sacré au Québec en général et dans les villes en particulier. On va contrôler les arbres morts à cause de la grille, par exemple, les frênes. Ça, il y a de l'argent pour ça. 1 000, 2 000, 3 000 par arbre à couper. Ça, on a l'argent pour ça. Mais quand vient le temps d'installer de l'innovation, couper un peu moins et laisser la végétation pousser, installer des prairies fleuries, par exemple, c'est difficile. Il y a un blocage. Ça fait partie des biais cognitifs qui existent là, dans la fonction publique ou dans les gestionnaires ou même les entreprises qui font ça. Ils ont peur de perdre quelque chose, perdre du travail. Les gens qui travaillent dans le contrôle de la végétation dans les parcs, ils ne veulent pas perdre leur travail, donc il faudrait leur trouver autre chose. Mais effectivement, c'est très, très difficile de changer les façons de faire dans les grandes institutions. Donc, un propriétaire privé peut faire ce changement-là, mais quand c'est plus généralisé, c'est difficile. Par ailleurs, les architectes paysagistes, même des urbanistes sont à l'avant-garde de ce changement-là et font de la planification de projets. Je vais nommer juste trois projets dans lesquels j'étais impliquée. Le projet de corridor écologique à Saint-Laurent, c'est une vision du maire de l'arrondissement. Donc, ça a vraiment été quelque chose de majeur pour être capable de bien lancer ce projet-là, qui a été reconnu à l'échelle canadienne d'ailleurs, ce projet-là. Le parc Jean Drapeau, là, avec le plan directeur, on a vraiment un nouveau plan qui est tout frais, tout chaud, qui vient d'être diffusé là, dans les derniers mois et qui va pouvoir faire un changement complet de l'entièreté de ce parc-là. On remet de l'argent là-dedans et ça va vraiment être spectaculaire à la fine pointe. C'est une innovation incroyable. J'ai des petits dessins derrière de moi. Même chose pour la rue McGill College. Ça aussi, c'est à la suite d'un concours de design. C'est incroyable. Vous ne reconnaîtrez plus cette rue-là. Ça va vraiment être on arrive au 21e siècle avec ces projets-là. Encore faut-il qu'il y ait un mouvement, c'est-à-dire qu'un changement dans les façons de faire au niveau de l'instauration de ces projets, mais aussi de l'entretien. Donc, il faut que les gens qui doivent mettre l'épaule à la roue par rapport à ça soient présents autour de la table. Ce n'est pas juste les concepteurs qui doivent tout planifier. Il faut que ce soit fait avec la collaboration des gestionnaires dans les arrondissements et dans la ville-centre, par exemple. Donc, tout ça fait en sorte que, oui, il y a de la résistance, mais en même temps, il y a des projets très innovateurs qui sont sur la table actuellement, qui vont changer, qui vont donner le goût de ce changement-là, je pense, qui vont être des modèles et pourront se déployer. Parce qu'il faut savoir que les villes ont très peu de territoire à Montréal et dans les autres villes liées, c'est-à-dire qu'il y a souvent moins de 10 du territoire, surtout dans les vieux quartiers, qui sont des propriétés publiques. Donc, il y a des institutions aussi qui sont propriétaires de grands terrains, des collèges, des universités, tout ça, mais il y a peu de leviers parfois pour faire des changements à ce niveau-là. Là, je regarde Rachel, elle ne m'a pas encore chicanée, fait que je vais essayer de continuer. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Alors, les parcs, le rôle des parcs est dominant, effectivement. C'est peu de territoire, mais c'est des lieux où on peut mettre en œuvre des changements et être un modèle. Et ensuite, quand c'est intéressant, quand c'est esthétiquement beau, donc le déploiement de nouvelles façons de faire dans les parcs peut contribuer à amener des changements dans les autres propriétés, chez les autres propriétaires. Mais encore faut-il que la ville puisse avoir les moyens de faire ces changements-là et d'instaurer des nouvelles façons de faire. C'est ça un peu le nerf de la guerre, c'est qu'on a de la difficulté à remettre en question les vieilles façons de faire. Donc, Jean-Jacques parle des innovations des années 90 qui ne sont pas encore installées 25 ans plus tard. Alors oui, il y a des projets, on appelle encore ça des projets pilotes, mais il faut le faire, le déployer à large échelle.
Exemple, Rosemont, la petite patrie est aussi dans cette vision-là de recréer des corridors de connectivité entre les différents pôles de biodiversité, entre le Mont-Royal et le parc Maisonneuve et le jardin botanique. Donc, ça, c'est de la vision à long terme. Encore faut reprendre un peu de place sur le minéral. Il faut décider un jour qu'il faut avoir moins de largeur de rue, moins de largeur de trottoir. Dans certains cas, il faut élargir les trottoirs, mais il faut reprendre la place qui a été perdue à cause de la voiture dans les 100 dernières années. Donc, ça, c'est un enjeu très important aussi. Là, je vais arrêter parce que je vais me faire chicaner. Oui. C'est très intéressant, mais malheureusement, le temps file. Donc, Marie Lafontaine, maintenant, c'est votre tour à prendre la parole. Moi, je commencerai par un premier élément marquant de l'évolution de la gestion de la biodiversité. C'est peut-être il y a eu beaucoup d'actions pour protéger la biodiversité, ces espèces, puis c'était vraiment, on crée le réseau des parcs nature. Maintenant, ce que je vois aussi, c'est qu'on vient attribuer des services aussi à ces milieux naturels-là. Donc, les milieux naturels, la nature au service des citoyens. Puis la pandémie l'a démontré, les gens se sont appropriés les parcs, puis il y a de plus en plus cette notion-là qui vient s'ajouter dans l'élaboration des projets. Donc, les services rendus par la nature font partie aussi de l'équation dans l'élaboration des projets. Puis ça, c'est vraiment une évolution qu'on a vue dans les dernières années qui est importante pour moi parce qu'on vient faire le lien ensuite de ça avec l'autre élément marquant qui est l'influence puis la mobilisation des citoyens. Fait que si le citoyen a conscience de ce que peut lui apporter la nature, ben ça sera peut-être plus après ça facile de se mobiliser. Puis effectivement, on a besoin de la mobilisation des citoyens pour faire avancer puis pour pousser les projets parce que vous avez parlé de plein de difficultés de gestion administrative puis de lourdeur administrative à la ville, là, j'embarquerai pas là-dedans, mais quand les citoyens se mobilisent, ben c'est sûr que les élus, ultimement, ils l'entendent, puis ils vont faire un pas en avant pour mettre en place puis pousser les projets. Fait que je pense que il faut vraiment cette partie-là dans les projets est de plus en plus importante, puis c'est un élément de la recette là, qui ne peut plus être écarté. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment peut-être une différence dans les dernières années, là, même je dirais pas juste sur 25 ans, mais sur les 5 dernières années, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler des services écosystémiques puis des services rendus par la nature. Puis je pense qu'il faut vraiment faire davantage de pouces là-dessus. Puis finalement, dans le troisième élément là, qui est marquant, je trouve ça intéressant. On a fait mention de plein... on a mentionné plein de projets. Puis je pense que faut aussi... faut pas nécessairement penser à des éléments marquants, mais c'est chaque petit geste. Fait que c'est la même chose à la ville. Chaque petit geste, chaque petit pas qu'on est capable de faire, ben, c'est un pas en avant. Puis il faut miser là-dessus. Il y a plein d'actions concrètes aussi qu'on a pu réaliser, que ce soit des observatoires pour les tortues qui font en sorte qui font en sorte qu'on n'effraie pas les tortues quand on s'approche. Même chose de l'observatoire des marais dans certains parcs nature, des passages fauniques qu'on a réussi à installer dans l'est de la ville. Fait que chaque action concrète qu'on réussit à mettre en place sont un exemple pour en faire davantage. Puis c'est un petit peu ce que Kim disait, il faut sortir, oui, du projet pilote, mais en même temps, c'est comme ça aussi, si on est... Pas si on est trop gourmand, mais il faut y aller un pas à la fois. Puis chaque initiative, chaque projet a ensuite sa place puis a son rayonnement. Puis on parlait des vieilles façons de faire. Oui, je comprends le point de Kim. Par contre, je vois je vois beaucoup de dynamisme au sein de la ville avec
des gens qui sont portés vers les innovations. Je pense entre autres au programme de déminéralisation qui nous permet de venir enlever des bouts d'asphalte pour faire des fosses de plantation. Fait que c'est sûr qu'il y en a aussi d'innovation, puis il n'y a pas juste de l'immobilisme. Pour répondre à la question du chat, c'est en dessous du boulevard Maurice Duplessis, le passage phonique. Puis, si vous voulez, il y a une fiche sur le site de la ville, là, si vous voulez consulter le projet. Donc, je ne vais pas m'étendre. Je suis comme très 3 minutes, là, je ne vais pas aller plus. Ça fait le tour de mes 3 éléments dont je voulais discuter. Merci beaucoup. Oui, on a pris un tout petit peu de retard, donc là, on est rendu à la question 3. Et si on veut se garder du temps pour les questions du public, je vais vous demander, surtout à Jean-Jacques et Kim, de juste vous resserrer un petit peu. Marie, vous êtes la plus à temps pour l'instant. Donc, Disciplinée. Les autres, un petit peu plus disciplinés pour les autres. Donc, la 3e question. Les cibles et les objectifs établis pour protéger et soutenir la biodiversité, soit augmenter l'indice de canopée jusqu'à 25 % et atteindre 10 % de protection du territoire terrestre d'ici 2030, sont-ils en adéquation avec l'ampleur des défis à surmonter? S'il y a de l'ampleur. Et comment atteindre ces objectifs? Cette fois-ci, je vais commencer par vous, Kim. Vous allez être la première, mais je vais vous demander de resserrer un petit peu. Oui, bien, la question est quand même un peu plus précise, donc ça va m'aider. Juste savoir qu'en 2010, effectivement, il y avait eu aussi des promesses là, d'augmenter la protection à Montréal. Bon, il me semble que c'était 8 donc on a. C'est ça, 10 ans plus tard, ce n'était pas fait encore. Donc, cette promesse-là n'est toujours pas tenue. On peut dire 10 % essayer d'aller plus loin. Je pense que le Parc de l'Ouest va beaucoup aider à aller chercher des superficies supplémentaires, mais il ne faut jamais oublier que l'Est est en déficit d'espace naturel. Donc, ça, il faut vraiment être visionnaire puis viser à agrandir les parcs existants, à acheter des terrains. Maintenant, il faut payer le prix que ça va coûter sans. C'est ça, les gens qui possèdent ces terrains, ils veulent spéculer sur la valeur de ces terrains, mais à un moment donné, il faut le faire. Le Mont-Royal a été acheté il y a plus de 100 ans avec 10 fois le budget de la ville. Donc, à un moment donné, si on veut garder des espaces à long terme, il faut le faire. Il faut arrêter de repousser ces échéanciers-là. Mais même si on atteignait ça pour 2030, on ne réussirait pas nécessairement à s'adapter à ce qui s'en vient. Il faut vraiment penser long terme. On a absolument besoin d'avoir des arbres sur toutes les rues, des stationnements qui possèdent des arbres aussi. Là. Il y a des nouvelles façons de faire des stationnements. Il faut restaurer ce qu'on a. Il faut utiliser l'espace qu'on a. Il faut intégrer des types d'aménagements qu'on avait moins. Donc, les grands espaces gazonnés dans les parcs, là, exemple, le parc Maisonneuve, c'est faut revenir à quelque chose qui est beaucoup plus dense, en fait, de végétation. Il faut vraiment avoir de la vision parce que là, on a eu des étés avec des canicules, des sécheresses, mais ce qui s'en vient va probablement être plus difficile encore. Donc, essentiellement, c'est ça, c'est de viser encore plus loin, plus rapidement et profiter, pas toujours attendre de profiter de projets existants sur la table pour aller chercher des superficies supplémentaires, mais aussi d'être leader là-dedans, donc aller plus rapidement. Juste en nombre d'arbres à remplacer à cause de la grille du frêne, on ne peut pas juste remplacer ce qu'on perd. Il va falloir aussi aller plus loin, en ajouter en abondance. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, je pense que c'est Jean-Jacques qui va être capable d'ajouter des chiffres là-dessus, là, puis tout ça. Je vais aller à Marie en deuxième cette fois-ci et Jean-Jacques nous complétera. Merci. Cette question-là, j'y ai réfléchi. Je me demandais si c'était oui ou non. Est-ce que les cibles et objectifs sont en adéquation avec l'ampleur des défis à surmonter? D'un côté, je répondais oui,
parce que je sais ce que ça représente, 25 de canopée et 10 de protection en termes d'efforts. Le 25 de canopée, tantôt je parlais de déminéralisation, c'est que pour atteindre le 25 il faut enlever du béton. Puis le 10 de protection, ben, c'est un peu la même chose. Le 10 si on veut aller au-delà du 10 il faut aller vers de la restauration de sites. Donc, peut-être des golfs qui pourraient être renaturalisés. Donc, il faut vraiment aller chercher de la superficie, pas juste protéger les milieux naturels qui nous restent. Si on protège uniquement les milieux naturels qui nous restent, on est autour du 10 pour la ville pour l'île de Montréal. Donc, fait que je réponds oui en premier lieu. Oui, ça répond à l'ampleur des défis, mais je répondrais non si on veut aller encore plus loin, ben oui, il faut rentrer dans la restauration des écosystèmes. Puis ça, c'est la nouvelle décennie aussi là, qui est devant nous, là, la décennie de la restauration des écosystèmes là, suite à la Convention de la diversité biologique. Et comment les atteindre? Mais il faut continuer les efforts, puis encore une fois, il faut mobiliser les citoyens. On a eu une super belle annonce hier qui contribue à 2 des aires protégées avec l'annonce sur le paysage humanisé, mais c'est un projet qui a pris 10 ans pour voir le jour. Donc, puis c'est grâce aussi à la mobilisation des citoyens puis des groupes, des différents groupes environnementaux. Donc, comment les atteindre, c'est un peu tantôt, on en parlait, là, c'est la mobilisation des citoyens puis les efforts de tous et la concertation surtout, ouais. Merci. Jean-Jacques Lincourt, vous voulez compléter? Oui, je vais essayer d'être bref. 10 ça me semble être un objectif réaliste. Ah, mais avant ça, je veux dire d'abord, à la question, je réponds non, c'est pas assez. 10 ça me semble être réaliste compte tenu de la disponibilité des terrains et des coûts de l'argent surtout. Mais là-dessus, sur le 10 des milieux naturels, je veux surtout insister sur la qualité des milieux. Parce qu'ils sont très envahis de plantes exotiques envahissantes. Je n'ai pas de lecture systématique et je n'ai pas analysé l'ensemble, mais les parcs nature le sont. Il y a beaucoup de nappes brunes. L'ensemble aussi des boisés naturels le sont. Je vous donne un exemple, le Mont-Royal, 196 hectares. Il n'y a seulement que 16 hectares qui est exempt de nappes brunes. Les autres parties en ont et c'est en progression, évidemment. Du côté de la canopée, quand on lit François Ry, ce que beaucoup d'entre vous doivent connaître dans son livre Planète Cœur, il y a plusieurs études qui sont citées là-dedans qui disent que le taux optimal de canopée est de 40 %. C'est à partir de là qu'on commence à avoir des différences de taux de maladies coronariennes et pulmonaires relativement plus faibles qu'ailleurs en comparaison des endroits moins arborés. Mais là, à 40 %, on est un peu avec l'image que Kim disait tantôt, des stationnements qui sont arborés, des rues qui sont plus courtes, des arbres partout dans les rues. Et pour ça, ben, je pense que les ressources sont insuffisantes là-dessus. Il faut avoir des programmes beaucoup plus ambitieux. Je pense à la ville de New York qui vient de compléter il y a quelques années un programme de 1 million d'arbres. J'entendais l'autre fois que Singapour, c'est plus gros qu'ici, vous me direz, là, mais on a planté 2 millions d'arbres en ville. Et non seulement à l'horizontale, mais à la verticale aussi, dans les buildings avec des toits verts. Alors, 40 % ça me paraît une meilleure cible pour relever les défis. Le 25 % de la ville de Montréal est louable. Il faut dire que dans certains cas, dans certains arrondissements, on part de loin. Il y en a qui ne font à peine que 10-11 %. Si on arrive avec une moyenne, c'est certain que ça va être intéressant. Mais pour relever le défi d'avoir une biodiversité vraiment florissante, je pense que ce n'est pas suffisant. Voilà. Merci beaucoup. On a des belles pistes de solutions déjà et ça va se poursuivre avec cette dernière question. On est déjà rendu à la dernière question avant les questions du public. Donc, de votre point de vue, quelles approches
techniques, innovations, bonnes pratiques devrait-on développer, implanter ou perpétuer pour relever le défi de la protection de la biodiversité et positionner l'île de Montréal comme un leader en la matière? Cette fois-ci, je commence par vous, Marie. Merci. L'approche, en fait, c'est une approche de concertation. Il faut mettre autour de la table toutes les parties prenantes pour arriver à des projets innovateurs et très... des fois, c'est un peu plus long. Une approche de concertation, c'est souvent un petit peu plus compliqué parce qu'on met autour de la table différents points de vue. Mais en bout de ligne, je pense qu'on arrive avec des projets mieux construits, mieux ficelés. Puis je pense que c'est là qui est là une approche là, qui va nous permettre de relever le défi, comme la question le mentionne. Sinon, c'est certain que, bon, au niveau, il y a toujours une vigie technique là, qui est faite pour avoir de meilleures méthodologies de travail. Je pense aux des inventaires par drone maintenant qui se développent, qui peuvent nous aider à faire des inventaires de façon peut-être plus facile et rapide. Il y a vraiment, bon, de ce côté-là, oui, il y a des choses qui sont suivies, mais je pense vraiment qu'il faut, le cœur de la question, là, c'est vraiment de continuer, de perpétuer, parce que des fois, ça se perd, là, de continuer et puis de mettre tout le monde autour de la table puis d'avoir les expertises. Pour moi, c'est super important que je pense que la connaissance scientifique doit être aussi toujours la sous-jacent, le cœur des projets. Fait que sans connaître, on ne sait pas et on ne peut pas gérer. Fait que la connaissance scientifique est aussi une clé dans la réussite des projets. Fait que si j'ai à résumer, connaissance scientifique et approche concertée. Merci. Jean-Jacques? Oui, je suis d'accord aussi avec ça. Mais j'irai peut-être dans des objectifs ou des réalisations plus pratiques, comme je suis plus un gars de terrain. La foresterie urbaine, je pense qu'il faut appuyer davantage les efforts. La Ville a un objectif de 500 000 arbres, je crois que c'est sur 10 ans, mais ça fait déjà 4-5 ans qu'on entend parler de ces chiffres-là. Je ne sais pas où ils en sont. Je pense que, comme je disais tantôt, il faut l'augmenter, le poursuivre et l'augmenter. Une chose, je pense, importante en regard de la biodiversité, c'est d'introduire davantage de plantes indigènes. Je parle des arbres, mais je parle aussi de l'ensemble des plantes qui sont utilisées en horticulture, en renaturalisation, parce que les plantes indigènes ont des relations avec les insectes, avec les oiseaux, les petits mammifères, que les plantes exotiques importées, ornementales, n'ont pas. On a importé en Amérique du Nord au 20e siècle à peu près 5000 espèces et variétés de plantes d'origine européenne ou asiatique. Et ces plantes-là ne sont pas venues avec leurs hôtes d'insectes ou autres arthropodes. Et donc, ne sont pas des bons supporters de la biodiversité. On parle qu'un chêne, par exemple, un chêne rouge, un chêne à gros fruits, ici, peut supporter jusqu'à 500, directement ou indirectement, peut supporter jusqu'à 500 espèces de toutes sortes. Le ginkgo biloba, qui est un bel arbre résistant dans les milieux urbains, en a 0 associé. Ça ne veut pas dire qu'il faut enlever toutes les plantes ornementales, mais je pense qu'il faut augmenter le pourcentage des plantes indigènes qu'on utilise partout. Deuxième chose, je pense qu'il faut poursuivre la protection des milieux naturels et surtout leur conservation par la lutte aux plantes exotiques envahissantes, comme je disais tantôt. Et finalement, travailler sur les prairies fleuries, sur le gazon, comme parlait Kim tantôt. Il faut vraiment, on a vraiment beaucoup d'espaces qui peuvent devenir des petits puits de biodiversité en cessant de couper le gazon puis en introduisant des plantes indigènes dedans. Je disais que dans le territoire de la CNM, il y a 60 000 hectares de
de surface herbacée. Donc, c'est presque 7 km², ça. 68 000 hectares, dont 20 sont des cours privés. Alors, dans les espaces publics des villes institutionnelles, gouvernementales, les écoles, etc., et dans les cours aussi, faire la promotion des prairies fleuries. Ça demande un soutien scientifique, comme disait Marie, ça demande des entomologistes qui font des inventaires, qui éclairent les gens de terrain sur les relations plantes-insectes, des biologistes qui font des inventaires des oiseaux, des autres aspects de la faune, et qui amènent une compréhension pour les gens de terrain qui sont habitués à tondre le gazon sans se poser de gazon et qui, là, peuvent comprendre pourquoi il ne faut pas faire de tonte à tel endroit, pourquoi il faut laisser des feuilles pour qu'il y ait des insectes qui puissent passer l'hiver, etc. Donc, ça demande un appui scientifique pour qu'on s'en aille là. Gros programme, mais bon, il faut être ambitieux, je pense. Voilà. Sans ambition, on va nulle part. Non. Kim, je vous donne la parole. Oui, je rajoutais des affaires dans ma liste d'épicerie par rapport à ça. Effectivement, au niveau technique, je pense qu'on a tous les outils en main. On sait comment faire. Après, c'est juste de le faire. Donc, les espaces verts doivent être beaucoup plus végétalisés. On dit espaces verts, mais il y a beaucoup de nos parcs qui soient des parcs d'arrondissement. Oui, il y a du soccer, il faut continuer nos activités, frisbee, soccer, pataugeoire et tout ça, mais il faut profiter de chaque petit espace disponible pour ajouter de la structure végétale. On n'a pas besoin de tout connaître s'il va y avoir un oiseau qui va venir éventuellement, donc ajouter la biodiversité, mais là, il faut ajouter, il faut juste ajouter partout où c'est possible. Donc, on peut commencer par ces espaces verts publics. Et profiter de déminéraliser. Là. Quand on regarde une photo aérienne, on voit l'ensemble des stationnements. Il y a trop de stationnements par rapport aux besoins parfois à des endroits. Pour des institutions, par exemple, on voit que la moitié des stationnements sont inutilisés pendant de nombreuses heures dans une semaine et ce n'est pas normal qu'on laisse ces endroits-là devenir des îlots de chaleur. Donc, il faut profiter de ça. Ensuite de ça, il faut ajouter de la connectivité, c'est-à-dire qu'il faut utiliser les bords de trottoir, les voies ferrées, les pistes cyclables pour être capable d'ajouter une possibilité de déplacement pour les espèces végétales et animales dans le territoire, utiliser les ruelles. Les ruelles sont des vecteurs de déplacement des espèces. Moi, dans ma ruelle verte, j'ai un couple de cardinales là, qui se sont rendus, qui nichent même dans les ruelles. Donc, ces endroits-là sont majeurs aussi. C'est sûr, c'est privé. On ne peut pas obliger toujours les gens à ajouter des plantations dans leurs ruelles selon les usages qu'ils veulent faire, mais il faut susciter l'intérêt pour ça et avoir des leviers, parfois des encouragements fiscaux ou autres par rapport à ça. Donc, toutes les échelles sont bonnes. C'est ça mon message. Petit terrain privé versus les institutions et les terrains publics également, notamment les voies de transport hydroélectrique. Hydro-Québec devrait être un leader là-dedans. Si on écoute Sophie Brochu, ils sont déjà un leader, mais dans les faits, ce n'est pas vrai, ce n'est pas toujours vrai. Il y a certains endroits où, oui, ils ont commencé à laisser faire des plantations de basse hauteur, mais il faut que ce soit plus majeur et qu'ils encouragent ça de façon très pratique. Donc, toutes les parties prenantes devraient être autour de tables, soit des tables sectorielles ou régionales, dans les villes et arrondissements, mettre les institutions, entreprises, les chercheurs et les gestionnaires de la ville autour de table pour faire de la vraie innovation sociale et environnementale. C'est ça qu'il faut. Donc, il faut que les gens se parlent. Entre deux arrondissements, il n'y a pas de lieu pour se parler entre deux gestionnaires de parcs, par exemple. Même les parcs d'arrondissement ne parlent pas aux gestionnaires de la ville centrale. Donc,
toutes les façons de faire au niveau social doivent être valorisées. Il doit y avoir de l'espace dans une semaine de fonctionnaire pour faire des appels à son collègue dans l'autre arrondissement. Donc, tous ces éléments-là vont faire la différence. Donc, il faut là, c'est difficile dans la dernière année, mais on a eu le temps de réfléchir à tout ça. Puis, il y a des façons de faire beaucoup plus actuelles et innovantes. Là, tout le monde est rendu habitué avec les Zooms. Là. On est rendu bon là-dedans. On devrait être capable de connecter aussi nos territoires, notre territoire. Donc, ça, c'est vraiment important d'avoir une vision qui sort des cadres définis depuis de nombreuses années, surtout pour la ville de Montréal comme telle. Là, je pourrais continuer, mais je pense que ce serait bon de laisser de la place aux gens pour qu'ils puissent intervenir aussi. Merci beaucoup, Rachel. Merci. Je pense que l'enregistrement de toutes ces réponses devrait être envoyé aux élus. Il y a beaucoup de bonnes idées qui ont été ressorties de ces échanges. On a parlé plus d'échanges entre les gestionnaires, la qualité des milieux, d'avoir des connaissances scientifiques, de prévenir plutôt que toujours essayer de réparer. L'intégrité écologique, l'équilibre, tout a été dit, c'est vraiment intéressant. Donc, on est rendu maintenant à la partie des questions du public qui peuvent être posées soit par chat, soit demander parole en levant la main. Et à ce moment-là, Caroline Gosselin pourra débarrer votre micro. On vous écoute, on vous lit. Donc, c'est à votre tour de poser les questions à nos trois panélistes. On a une 10-12 minutes on a pris un tout petit peu de retard, mais ça va bien. Vraiment, on est bien disciplinés. Jasmin Leduc demandait, est-ce que les réglementations urbanistiques et de l'aménagement de l'espace public sont assez modernes et résilientes pour arriver à ces objectifs? En parlant de la quatrième question. Des pourcentages de canopée, donc la troisième. La troisième question. Oui. Merci. Désolée, Jasmin. Je peux peut-être me lancer à une première réponse. La réponse, je pense pas que les outils non sont assez modernes. D'ailleurs, c'est ça, le plan d'urbanisme de la ville est en cours de révision. Ça prend du temps. C'est plusieurs mois, voire années là, pour mettre en place ces démarches-là. Mais l'intention, c'est vraiment d'intégrer davantage la résilience dans le plan d'urbanisme de la ville. Donc, en ce moment, non, les outils ne sont pas assez modernes, mais la volonté, c'est de les modifier. Puis, justement, le plan d'urbanisme est en cours de révision. Peut-être pour compléter, juste donner l'exemple des ruelles bleues-vertes, qui est un projet de l'Alliance Ruelles bleues-vertes avec le comité le Centre écologique de Montréal. Juste l'idée de mettre de l'eau en commun entre différentes propriétés privées, de mettre de l'eau en commun à partir des terrains privés et mettre ça, par exemple, dans une ruelle pour faire une noue végétalisée. Dans une ruelle verte, ce n'est pas possible actuellement. On ne peut pas, avec les règlements municipaux, envoyer de l'eau chez nos voisins ou dans les terrains publics. Donc, ça, c'est un élément qui empêche de faire des projets innovants de ce type-là, ruelle bleue-verte, par exemple. Mais s'il y a de la volonté de faire des changements, ça ne veut pas dire que les changements sont faciles à faire, comme Marie l'a mentionné. C'est beaucoup d'années parce que les réglementations, c'est très, très complexe. Puis, c'est différent aussi d'un secteur à l'autre de la ville et des villiers exact aussi. Ouais. Parfait. Merci pour la question et merci pour la réponse. Il y avait un commentaire de Mme Chenvert qui disait aussi demander aux cols bleus de monter leurs lames de tondeuse pour permettre aux trèfles blancs de fleurir, bénéfique aux pollinisateurs et aux lapins et siffleux, donc des marmottes. C'est plus beau et retient plus d'eau que le gazon qui brûle dans les canicules. Ce petit ajustement n'enlève pas le travail des employés. Là-dessus, le commentaire est intéressant et j'aimerais vous entendre, si je peux extrapoler la question, et Rachel pourra reformuler de façon plus scientifique. Mais est-ce que l'esthétisme
actuelle, qui est très style anglais, doit être ou étant remise en question. Donc, si j'extrapole de Mme Chenevert, de son commentaire. Moi, je peux tenter une réponse. Allez-y, allez-y. Ben, j'allais dire que sur le plan esthétique de nos espaces verts, de nos parcs, bon, moi, j'ai connu l'horticulture avec, comme disait Kim tantôt, le grand principe de contrôle de la végétation. On tombe le gazon, on taille les arbustes, on contrôle. Et je pense qu'il faut changer. Et ça, ben, ça correspondait à une conception de l'esthétisme. Je ne sais pas si c'est ça que vous appelez anglais ou français aussi, c'est aussi français. Une conception qu'il faut changer, une approche qu'il faut changer. Je pense que là, il faut apprendre à avoir une nature qui... il faut accepter de voir des pelouses qui jaunissent, mais pas jaunissent parce qu'ils ont été tondus trop rases, mais parce qu'on a laissé la plante compléter son cycle biologique. C'est important dans les prairies, dans les prairies fleuries qu'on veut faire, de laisser les cycles biologiques s'accomplir, aussi bien des plantes que des insectes. Et pour ça, ben, il faut accepter que les plantes sèchent et font des semences et sèchent à un moment donné, et qu'on ne soit pas toujours nécessairement dans des jardins très fleuris et très spectaculaires. C'est un peu ça, les espaces qu'on doit s'attendre à faire. Et puis, il faut pour ça changer un petit peu notre attitude, notre regard là-dessus. De la même façon que quand on voit une plante avec quelques chenilles dessus, quelques morsures de guêpes ou quoi que ce soit, ben, c'est pas si grave que ça. Généralement, c'est rare que la plante va s'en trouver affaiblie au point de mourir. Alors, ça aussi, il faut changer notre attitude là-dessus. Si ça répond. Il y a beaucoup d'attitudes à changer, effectivement. Notre regard, notre perception n'est plus la même, mais ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Et comment atteindre l'équilibre dans tout ça? C'est vraiment ça la question. Il y a une autre question, peut-être, Caroline, que je peux la lire. Sur le volet de la concertation comme voie à privilégier pour améliorer la protection de la biodiversité, pouvez-vous donner des exemples de bonnes pratiques déjà en place au sein de la ville qui pourraient inspirer des services ou organismes? Une question de Caroline Magard. Est-ce que quelqu'un peut répondre à ça? Je peux peut-être me lancer. Ben, en fait, il y a des choses. Bon, il y a eu des comités de gestion concertés pour certains parcs urbains comme Angrignon, comme Promenade Bellerive. Par le passé, j'ai jamais siégé sur ces comités-là, mais ce que j'en ai entendu, c'était que c'était profitable pour les parcs, pour la gestion des parcs en question. Sinon, bon, il y a les tables de concertation du parc Frédéric-Bach, du Mont-Royal aussi, qui sont un exemple où on rassemble les partenaires autour de la table. Mais je pense qu'il y a encore des efforts à faire là, pour vraiment laisser une voix à tous. Mais en termes d'exemples concrets, c'est ceux qui me viennent en tête. Peut-être qu'il y a d'autres exemples aussi qui ne sont pas nécessairement associés à la ville, qui pourraient être inspirants. Là. Moi, j'en ai une en... Vas-y, Jean-Jacques. C'est quelque chose en termes de concertation qui se passe aussi sur la montagne. J'espère que je ne scouperai pas les amis, mais qui me disait, m'informait dernièrement. J'ai fait une visite au cimetière Notre-Dame-des-Neiges parce que, comme on sait, ils ont fait des journaux un peu, puis sur leur site web, ils ont maintenant une approche de gestion différenciée où le gazon n'est pas coupé, sauf une fois par année. Je crois que c'est leur méthode. Et ils sont à la table de concertation. Et les amis ont demandé à l'ensemble des partenaires qui ont aussi des terrains gazonnés, est-ce que vous seriez intéressés à ce qu'on discute de gestion écologique?
Et tout le monde a levé la main et s'est trouvé très intéressé. Je parle des universités, l'oratoire, les campus, les zones Les grands cimetières, propriétaires. les grands propriétaires de terrain. Alors, c'en est un exemple où l'échange est intéressant et favorable et bénéfique à établir des modèles et aussi, je pense, comment dire, à travailler l'acceptabilité citoyenne de ce genre d'approche-là. Kim, vous vouliez compléter? Merci, Jean-Jacques. Oui, ben, je pense que les exemples qui ont été donnés, là, c'est des exemples très positifs, là, comme celui du Mont-Royal. Ça amène aussi une façon de communiquer des informations, puis aussi d'aider certains propriétaires à changer leur point de vue également, parce qu'ils profitent aussi de l'expertise qui est autour de la table. Moi, je pense qu'on est rendu à l'étape de faire des living labs, là, vraiment, des pratiques d'innovation sociale où on travaille ensemble dans un but collectif. Ça devrait être probablement dans le territoire, peut-être dans chaque arrondissement devrait avoir un lieu où citoyens, propriétaires, institutions pourraient échanger et aussi avoir un point de vue à donner sur l'avenir. Actuellement, il y a peu d'endroits. Il y a des consultations publiques pour des projets. Quand il y a un projet spécifique à un endroit, la ville, par l'entremise du CPM, là, les gens peuvent déposer des mémoires. Ça ne veut pas dire que ça va être pris en compte. Donc, l'étape suivante, c'est vraiment de créer ensemble un projet d'avenir, c'est-à-dire dans notre territoire, qu'est-ce qu'on veut, comment ça veut, on veut que ça évolue et avoir une réflexion globale sur les usages dans le territoire et qu'est-ce qu'on veut conserver, comment on veut aménager, comment on veut. Les gens veulent une emprise sur leur milieu de vie. Et là, actuellement, c'est très difficile d'avoir cette emprise-là. On peut, oui, mettre des fleurs autour du carré d'arbres devant chez nous, mais il y a peu de possibilités d'intervenir à plus grande échelle et je pense que la Ville devrait réfléchir à mettre en place plus d'innovation sociale en lien avec le territoire et la gestion des écosystèmes. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait rajouter un commentaire? On est rendu à 1 minute de la conclusion. On peut prendre une dernière question, je ne sais pas. Je vais laisser Charles me dire qu'est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on va tout de suite à la conclusion? On pourrait prendre la dernière question de Pierre-Alexandre Bourgeois. Existe-t-il une stratégie à jour à la Ville pour la planification d'un réseau écologique à la grandeur du territoire montréalais, non pas schématique, mais détaillé jusqu'à l'échelle locale? J'aimerais juste me réserver 1 minute à la fin pour conclure. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à cette question s'il existe je vais retourner voir, une grande stratégie à la Ville de Montréal? Une planification d'un réseau écologique à la grandeur du territoire montréalais, c'est ça? Hein? Marie pourra peut-être compléter, mais moi, ce que je connais, c'est que quand il y a une réflexion régionale, comme à Saint-Laurent, il y a une régionale, c'est-à-dire dans l'arrondissement de Saint-Laurent, il y a eu une réflexion sur la connectivité pour cet arrondissement-là. Dans cette réflexion-là, il y avait quand même un lien avec les autres arrondissements et même l'ensemble de l'île. Même chose, même équipe de concepteurs à Rosemont-la-Petite-Patrie. On regarde le territoire de l'arrondissement, mais on fait des schémas sur l'ensemble de l'île également, parce qu'on veut aussi connecter cet arrondissement-là très intérieur à Montréal vers les cours d'eau que sont le fleuve et la rivière. Mais chaque concepteur fait ce genre de réflexion-là. Ça ne veut pas dire que c'est la grille ou la carte de connectivité officielle de Montréal et de son île. Peut-être qu'à la communauté urbaine de Montréal, il y a plus de... J'ai de la vieille quand je dis ça, c'est plus le bon nom, mais il y a peut-être une réflexion à quelque part dans des bureaux plus hermétiques. Donc, chacun y va avec sa conception, mais effectivement, il y aurait un avantage à créer cette réflexion-là sur l'île de Montréal avec l'ensemble des acteurs importants de Montréal.
Oui, je peux peut-être compléter. Effectivement, la CUM, ça fait un petit bout que ça n'existe plus. Mais pour la planification stratégique à la ville, ben, il y a le plan nature qui est sorti, mais effectivement, bon, il y a un plan schématique là, avec les noyaux de biodiversité puis les projets potentiels de corridors verts. Mais ensuite de ça, il n'y a pas ce fin détail à l'échelle locale parce que, bon, une fois que à partir de cette grande planification-là qui est sortie il n'y a pas longtemps avec plusieurs objectifs là, de connectivité, de protection de la biodiversité, ben là, c'est de travailler justement avec tous les arrondissements, puis les projets, ils se déploient soit en même temps ou il y a certains projets qui vont avancer plus vite que d'autres selon les opportunités. Mais pour répondre à la question, il n'y a pas quelque chose de détaillé à l'échelle de la ville. Le plan nature, c'est vraiment le plan avec le service des grands parcs puis les corridors verts qui relient ces grands noyaux de biodiversité-là que sont les parcs nature. Je pense que ceci conclut. Je vais laisser Charles dire le mot de la fin, mais j'aimerais vous remercier et vous féliciter à tous les trois, Marie Lafontaine, Jean-Jacques Lincourt et Kim Marino. Merci de votre générosité dans vos réponses et tout le travail que vous avez fait pour arriver jusque-là. Merci à la CRI Montréal d'avoir organisé cette rencontre vraiment inspirante. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'espère que nos élus, nos dirigeants vont avoir accès à l'enregistrement de ces échanges parce qu'il y avait vraiment de bonnes idées là-dedans. Je laisse la parole à Charles pour le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup. Merci effectivement à nos trois experts qui nous ont livré des informations si riches, si intéressantes et inspirantes. Et merci à toi aussi, Rachel, d'avoir mené ce débat d'idées de main de maître et d'avoir parfois manié le fouet avec une grande diplomatie. C'est parfait, c'est parfait. Alors, merci à tout le monde d'avoir assisté à cet événement-là. On vient de faire 1h15 de Zoom ensemble. Je ne vais pas prendre beaucoup plus de votre temps. Simplement, je vous invite à demeurer informés de nos prochains événements pour souligner notre 25e anniversaire. Pour ce faire, je vous invite à consulter notre site web. Je vous invite également à vous abonner à notre infolette. J'écris également dans le chat l'adresse d'une page web qui vous présente le projet en gestation, en formation, en train de prendre forme du réseau des Amis des Parcs de Montréal, qui est un projet sur lequel le CRE collabore de très près avec les Amis des Parcs, le Centre d'écologie urbaine de Montréal et les Amis de la montagne. Et il a été fait mention de parcs à plusieurs reprises aujourd'hui. Alors, je sens qu'on pourra se saisir de plusieurs données, informations qui ont été transmises aujourd'hui pour poursuivre la réflexion sur d'autres instances. Alors, merci beaucoup de votre participation et à une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.